Choisir sa cam, c'est évidemment un point ultra important quand on se lance en vidéo, et c'est vrai que quand il s'agit d'aller changer de cam ou acheter une première caméra, on se dit ok super, mais vu le choix énorme qu'il y a sur le marché, qu'est-ce que je prends quoi? Donc dans cette vidéo, aujourd'hui, on va voir une méthode infaillible en 5 étapes pour définir quelle caméra tu dois acheter. Et tu vas voir, si tu suis ce petit tunnel, si tu veux, de questions à se poser, et la réponse va sauter à tes yeux directement. Je sais pas où je vais avec cette intro. Lance le générique. Salut, moi c'est Paul, je dirige l'agence Authentique, une agence de vidéo, et donc sur cette chaîne on va parler de vidéo. Je te propose donc de commencer sans plus attendre par la première question qu'il faut se poser, qui est la question forcément de la moula. Donc évidemment la question du pognon va être assez déterminante, et tu n'es pas sans savoir que les métiers de l'audiovisuel sont assez bien garnis en termes de gros chiffres, et donc forcément, généralement, ça coûte un joli billet d'acheter une caméra. Donc, la première question, c'est combien tu as? Je ne te cache pas que pour moins de 500 €, tu vas pas trouver grand-chose, et de manière générale, sur les petits budgets, je te conseille à la limite de t'acheter un iPhone, quoi, en fait. Parce que bon, en plus d'avoir une caméra franchement plutôt quali, tu auras un téléphone. Toujours pratique. Et puis, surtout, par rapport à la question de budget, ce qu'il faut vraiment que tu gardes en tête, c'est qu'effectivement, tu vas acheter un boîtier, c'est super, mais un boîtier nu, ça ne sert à rien. Et donc, du coup, il faut que tu penses à tous les coûts accessoires, et le premier des coûts, c'est ces petits bijoux que tu vois ici, si tu veux, parce que acheter un objectif, ça peut coûter super cher. Lui, typiquement, il coûte 3000 balles, je crois. Et donc, voilà, faut vraiment penser au coût, d'une part des objectifs, et potentiellement aussi de tout ton matériel qui va coûter, un stabilisateur de qualité, ça coûte 500 balles. Avoir un bon pied de cam aussi, ça peut coûter 200, 300, 400 € pour des petits boîtiers en tout cas. Donc voilà, ça peut très facilement monter. Donc pourquoi faire? À quoi va te servir ta caméra? Est-ce que tu vas faire de la fiction? Est-ce que tu vas faire du docu? Est-ce que tu vas faire de la vidéo corporate, de la vidéo de mariage? Est-ce que tu vas faire du vlog? Est-ce que tu vas souvent tourner le soir? C'est hyper important de définir tes besoins parce que forcément, ça va impacter directement ton choix de caméra derrière. On prend pas la même caméra pour faire du vlog ou pour tourner une fiction, ça va de soi. Donc du coup, c'est hyper important de vraiment définir ton besoin, et potentiellement ton besoin, ça peut être d'avoir justement quelque chose de très versatile, qui puisse remplir un petit peu toutes ces cases-là. Mais sache qu'un boîtier très versatile, forcément, sera moins performant qu'un boîtier vraiment dédié à une application. Donc c'est très important de répondre à cette question, et surtout de te projeter sur potentiellement 2, 3, 5 ans. Parce que dis-toi que ce que tu as besoin aujourd'hui va potentiellement évoluer dans le futur. Une fois qu'on a déterminé notre budget et notre pourquoi faire, on va pouvoir partir sur le type d'appareil. Donc, quel type d'appareil choisir? Aujourd'hui, tu as principalement 3 grands choix, on va dire. Soit tu pars sur un compact, soit sur un DSLR ou hybride, on en reparlera, soit tu pars sur une vraie caméra, entre guillemets. On met de côté tout ce qui est caméscope de captation, etc., pour tout ce qui est événement, plutôt, parce que c'est pas forcément le sujet du jour. Commençons par le compact. Je ne te cache pas que je ne suis pas un fan, mais on va quand même rentrer dans le sujet. Bon, le compact, c'est intéressant parce que c'est pas cher, surtout. Voilà. Principalement, c'est vraiment du pas cher. Tu peux rester sous les 800 € très facilement et avoir un bon compact. Je dis pas que c'est un bon appareil, je dis que c'est un bon compact. Le souci, c'est que en termes de qualité, ça va être moyen, voire franchement pas top. Peu de réglages possibles généralement. Un objectif unique aussi, très souvent. Donc voilà, il y en a certains qui font des objectifs interchangeables, mais la plupart du temps, tu as un objectif unique. T'es au final très bridé, et franchement pour moi c'est à remplacer par un iPhone. Sauf si t'as vraiment besoin, enfin envie d'avoir tel ou tel compact qui va bien, etc., un peu spécifique. Moi typiquement, à titre personnel, je me suis acheté un compact, mais il est pas dans ces gammes de prix là, c'est un compact, voilà, c'est un compact de riche quoi. Hein.
Mais effectivement, voilà, tu peux acheter du compact, mais c'est vraiment plus en photo, où ça va être intéressant pour moi, pas franchement en vidéo, en fait, au final. On passe directement à une section qui nous intéresse beaucoup plus, donc les DSLR et les hybrides, ou DSLM, ils ont appelé ça. Pour la petite histoire, les DSLR, donc c'est les appareils photo réflexes qui font aussi caméra. Ça a commencé notamment à pas mal se démocratiser avec le 5D Mark II que j'avais acheté à l'époque notamment. C'était la grande ère du 5D parce qu'effectivement, bah, tu pouvais commencer à faire de la belle vidéo avec un appareil relativement abordable, hein. Coûtait autour de 2000 balles à l'époque, je crois. Donc voilà, c'était hyper intéressant, et ça a vraiment lancé toute une mode avec tous les appareils qu'on connaît aujourd'hui, les Sony, les Panasonic. Et tout ça vient de se faire dépasser, on peut le dire, par nouvelle génération d'appareils hybrides. Donc dans cette grande gamme des DSLR hybrides, qui est la plus grande gamme hein, aujourd'hui, très clairement, il y a du lard et du cochon. T'as aussi bien effectivement des trucs tout moisis que des choses vraiment très professionnelles, donc c'est assez difficile de faire son choix là-dedans. On va spécifier le choix justement un peu plus tard. Là, l'idée dans un premier temps, c'est de définir quel type de boîtier on veut. La problématique qu'on aura aussi, c'est qu'il va falloir trouver un objectif derrière, un ou des objectifs, donc on revient sur les coûts dont on a parlé tout à l'heure. Pour les hauts de gamme, par contre, on rentre vraiment dans du matériel très professionnel, hein, donc typiquement, nous, c'est avec ça qu'on tourne nos vidéos. Et le petit plus, c'est qu'on peut faire de la photo en plus à côté, de très haute qualité en plus. Si vous êtes jeune vidéaste, généralement, il y a très souvent sur les événements le fait de faire un peu de vidéo, un peu de photo, etc. Ce sera assez pratique dans ce cas-là. En termes de budget, c'est ultra large, hein. Qu'est-ce qu'on a noté? Oui, on va entre 500 et 5000 euros, voire un peu plus, même parfois, je crois. Voilà pour les DSLR. On termine donc avec les caméras. Donc, les caméras, évidemment, le gros bon point, c'est que bah, c'est fait pour faire de la vidéo. Voilà, contrairement aux hybrides qui sont un peu, justement, hybrides. La caméra, c'est vraiment fait uniquement pour faire de la vidéo, donc c'est un appareil, un outil qui est dédié à ça. Donc en termes de qualité d'image, évidemment, ça n'a rien à voir. On rentre tout de suite dans la cour des grands, j'ai envie de dire. Il faut savoir que l'excellence, ça se paye. Non, l'excellence, ça se paye pourquoi? Deux choses. Déjà, en termes de workflow. C'est-à-dire que généralement, une caméra professionnelle, quand tu es tout seul, ça peut être un peu chaud. Généralement, c'est pas mal de la manipuler à deux avec un cadreur et son assistant, parce que effectivement, t'as beaucoup plus d'accessoires dans tous les sens. Généralement, t'as des objectifs ciné, t'as pas forcément d'autofocus, etc. Ça, c'est plus des choses qui sont liées à l'hybride. Surtout aussi, c'est plus complexe en post-production généralement. Surtout si tu commences, parce que admettons que tu prends une RED, t'es là pour tourner en RAW. Hein, généralement, tu vas pas forcément faire du 4:2. Enfin, tout dépend ce dont t'as besoin de faire, évidemment. Mais donc tout de suite en post-production, ça va être beaucoup plus lourd. Donc voilà, faut vraiment te retenir ça, c'est que de A à Z, dans ton workflow, ça va être beaucoup plus imposant. L'autre problématique aussi, c'est qu'on rentre généralement dans une autre gamme de poids de caméra également. Qui dit changement de poids de caméra, dit changement de tous les accessoires qui vont avec. C'est-à-dire que ton joli petit stabilisateur Ronin mes-fesses, là, et bah du coup, il marche plus du tout avec ta grosse RED et ses objectifs, etc. T'es obligé de partir tout de suite sur du Steadicam, ou alors sur les Ronin de gamme un peu plus élevée, etc. Et puis, de manière générale, tu te retrouves à aller sur un tournage, si tu veux, avec quelques valises, quoi. Donc, une fois de plus, on revient sur le fait que tout seul, c'est chaud. Donc, voilà, c'est pas un choix à faire à la légère. En termes de prix, ah oui, dernier point, ça coûte un bras. Eh oui, si tu veux une caméra qui soit meilleure, du coup en termes de qualité qu'un DSLR, on est tout de suite très facilement autour des 10 000, 15 000, 50 000 euros si tu vas chercher vraiment de la good qualité. Donc ça coûte super cher. Bon, voilà, après, si dans la partie budget, tu as défini que tu avais 50 000 balles à mettre dans ta caméra, tout va bien. Donc une fois qu'on a déterminé quelle typologie de caméra ou boîtier on va choisir, maintenant on va pouvoir du coup faire le tri dans tout ça, parce qu'on va se retrouver, surtout si vous avez choisi de partir plutôt vers l'hybride, avec quand même pas mal de choix. On va pouvoir s'attaquer donc aux fonctionnalités. Donc là, c'est l'instant un petit peu jeu, quoi, finalement, si tu veux. Là, l'idée, c'est de faire son petit marché à travers tous les différents boîtiers et caméras, et de définir quelles sont les fonctionnalités qui, toi, t'intéressent dans ce que tu veux faire. Donc on revient un petit peu sur la question des besoins qu'on a vu tout à l'heure. Dans les fonctionnalités, qu'est-ce que tu peux avoir? Est-ce que tu as besoin de faire du ralenti? Ça, typiquement, c'est une des fonctionnalités qu'on cherche un petit peu tous, quand on va faire de la belle vidéo un peu d'entreprise ou du mariage, etc., genre de choses. Tu cherches à aller chercher le beau ralenti, quoi, la belle image. Ça claque. Donc ça, généralement, voilà, est-ce que tu vas monter à 100 images secondes, à 200, à 600, 1000?
Il y a également la stabilisation du capteur, donc ça effectivement ça peut être assez intéressant, surtout si tu utilises des objectifs non stabilisés, parce que en toute honnêteté, avoir un objectif stabilisé plus un capteur stabilisé, il y a un moment où... plus un Ronin par exemple, il y a un moment où t'inquiète, ça bougera pas, donc voilà, ça peut être également un choix, mais que je recommande plutôt effectivement si tu as des objectifs non stabilisés, sinon franchement... Le nombre de K, est-ce que tu veux 4K, 6K, 8K, toujours plus de K évidemment. Moi je trouve ça très intéressant de faire du 4K, je vous cache pas que au-delà de ça, si tu comptes pas tourner les Gardiens de la Galaxie 5, si tu veux, ça n'a pas plus d'intérêt que ça quoi. L'intérêt de monter en K, c'est de faire de la grosse retouche derrière. Parce que le 8K, par exemple, n'est absolument pas un format de diffusion, sauf si tu diffuses ça sur un écran gigantesque en plein milieu de Tokyo, par exemple, mais ça m'étonnerait que tu regardes ces vidéos, du coup. Mais c'est vraiment un format de travail. Tu vas potentiellement faire du 8K dans le but de faire énormément de retouches derrière, des FX, etc. Parce que tu vas avoir une précision qui ne sera pas du tout la même qu'en 4K, par exemple. C'est vraiment uniquement ça l'intérêt. Si vous voyez l'intérêt, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, autres que les VFX, évidemment. Et puis on en discute, on parle, voilà. Échange. Est-ce que tu veux de l'autofocus? Voilà, les constructeurs en proposent évidemment quasiment sur tous les boîtiers maintenant, mais je trouve ça assez intéressant, surtout quand on filme de la vidéo corpo. La qualité de l'autofocus peut également être un point assez important, parce que tous ne se valent pas, évidemment. Tout ce qui est outil d'aide du type Zebra, focus picking, niveau, etc., voilà, ça peut être assez intéressant, surtout si vous faites un peu de fiction, de pouvoir vraiment maîtriser ça. Également, tout ce qui est périphérique, les sorties vidéo, entrée son, etc., ça dépend vraiment de vos besoins, une fois de plus. Ça peut être surtout hyper intéressant si vous considérez que vous allez devoir faire du live derrière. Typiquement, faire du live en sortie HDMI, c'est vraiment pas recommandé parce qu'on est sur des sorties beaucoup plus fragiles que du SDI, par exemple, et beaucoup plus instables. Donc, si vous voulez faire du live, typiquement, prévoyez de passer par du SDI. Pour les beaux gosses de la post-prod, on a le format RAW, évidemment. Donc ça, bon, voilà, tout de suite, on est sur des choses très très lourdes, mais qui peuvent permettre derrière, effectivement, d'atteindre des niveaux de retouche colorimétriques qui n'ont rien à voir, évidemment. Et puis pour ceux qui veulent pas forcément de RAW, il y a également la possibilité de filmer avec des courbes de log qu'on retrouve sur pas mal de boîtiers hybrides notamment, ce qui permet d'avoir une image la plus flat possible et d'aller chercher à la fois des détails dans les très basses lumières et dans les très hautes lumières, et ce qui peut être très pratique en extérieur par exemple. Ça permet du coup d'exploiter à fond les capacités du capteur, et justement, c'est notre prochain sujet. Et donc, voilà, pour terminer votre choix, mais ça va un peu avec les fonctionnalités au final, hein, ces deux dernières questions sont un petit peu liées. Le capteur. Le capteur, du coup, c'est effectivement ce qui peut vous permettre de finaliser un petit peu votre choix, ça va être la qualité du capteur. Donc du coup, on parlait de dynamique tout à l'heure. La dynamique de votre capteur, qu'est-ce que c'est? C'est la différence de diaph que votre capteur peut encaisser. Donc, c'est la plage entre le point le plus sombre et le point le plus lumineux. Je m'explique. Admettons que vous filmiez quelqu'un à l'ombre, en extérieur. Il y a de très fortes chances, si vous avez un boîtier qui a peu de dynamique, que votre ciel soit cramé. Même si votre ciel est bleu, en réalité, qu'il n'y a pas de nuages, etc., il va ressortir tout blanc. Ça, c'est si vous avez un boîtier avec une petite plage de dynamique. Si votre boîtier a une grande plage de dynamique, vous allez choper le fameux ciel bleu. Et la personne ne sera pas tout noir. Donc voilà, en gros, c'est pas un cours sur la dynamique non plus, c'est pas l'idée, mais pour que vous compreniez ce que c'est. Forcément, sur les caméras cinéma, on va avoir une dynamique qui est beaucoup plus grande que sur les hybrides, réflexes, etc. Je crois qu'en caméra cinéma, généralement, on compte du 14 diaph dans ces eaux-là, et puis en hybride ou DSLR, on va plus être autour de 8-10 diaph. Ce qui va nous intéresser également, ça va être le nombre de pixels qui se trouvent sur votre capteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les boîtiers photo, on n'utilise pas tous les pixels. Parce que votre boîtier photo, son ratio de base, ça va être du 3/2. 3/2. Sauf que généralement, vous, quand vous allez tourner en 16:9. Donc vous prenez votre 3/2, il y a le 16:9 qui est à l'intérieur. Tu vois la tuile? Et parfois même, t'as du crop factor, ce qui fait que là, on va chercher à l'intérieur du machin. Alors là... Donc il faut faire gaffe par rapport à cette notion-là, ne vous faites pas avoir par les constructeurs qui vous vendent tout un tas de milliards de pixels, parce qu'ils vous les vendent surtout en photo. Donc n'hésitez pas à calculer voilà, ces histoires de crop factor, etc., pour savoir quels sont les pixels réellement utilisés
en vidéo. Et le dernier point qui reste, c'est la taille de ce capteur. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a? On a les pleins formats, donc les 24-32, les capteurs dits réduits, donc là ça dépend vraiment de quel constructeur, chacun a ses normes, et après on a le micro 4 tiers. Donc différentes tailles de capteurs donc, mais pourquoi choisir l'un ou l'autre? On va voir ça de suite. Le premier point, c'est l'ergonomie. Généralement, la taille du capteur est forcément proportionnelle à la taille du boîtier. Donc en fonction de quelle taille de boîtier vous souhaitez avoir, est-ce que vous voulez plutôt un truc compact ou plutôt quelque chose un peu plus imposant, forcément, ça va jouer. Premier point. Ensuite, le champ de prise de vue. On capte forcément plus large avec un plus grand capteur. C'est pour ça que généralement, on parle de différence de ressenti de focale. Typiquement, si vous mettez un 28 mm sur un capteur plein format et que vous mettez le même 28 mm sur un capteur micro 4 tiers, vous n'aurez pas l'impression que c'est la même focale. Alors qu'en vérité, si. C'est juste que c'est la même focale, mais qui va pas sur la même taille de capteur. Tout simplement. Le dernier point qui est important, c'est le rapport entre la taille du capteur et le nombre de pixels. Parce que ça va influer donc directement sur la taille des pixels. Forcément. Plus un pixel sera petit, moins il pourra capter de lumière, moins votre boîtier sera performant en basse lumière, forcément. Et de toute manière, ça va influer directement sur la plage d'ISO, en fait, généralement. Ça nous amène donc à notre dernier point, la montée en ISO de votre capteur. Alors attention, on parle ici forcément de gain. Et en fait, on parle de la capacité de votre capteur à monter en gain. Parce que votre capteur, il n'est pas variable, il a un ISO natif. Ça, on ne le change pas. C'est-à-dire que quand vous allez changer les ISO, vous touchez avec une petite molette et vous changez les ISO, forcément vous rajoutez du gain. Mais certains capteurs vont mieux gérer que d'autres cette montée en gain. C'est ça généralement qu'on vous vend comme montée en ISO, c'est-à-dire la capacité de votre capteur à sortir de ses ISO natifs sans avoir trop de bruit numérique. C'est ça en fait qu'on vous vend, parce qu'en soi, n'importe quel capteur, vous pouvez le mettre à 320 000 ISO. Tous les capteurs peuvent faire ça. Donc la question, c'est à quel point vous pourrez sortir de vos ISO natifs. Une fois de plus, ce n'est pas recommandé de sortir de ces ISO natifs. Ce qui va donc plus nous intéresser, c'est de savoir quels sont les ISO natifs de notre capteur. Ça, c'est intéressant comme question. Mais la montée en ISO, si vous voulez, c'est assez dangereux. C'est le petit plus. Pour moi, c'est gadget, en fait, au final. Parce que dans tous les cas, on dégrade l'image. La question, c'est à quel point on la dégrade. Et donc voilà, on a répondu à toutes ces différentes questions, et normalement, vous devriez avoir une shortlist de quelques boîtiers qui vous restent. Et généralement, c'est la question du prix qui va... Voilà. Jouer là-dessus. Évidemment, petit détail qui peut être aussi important pour vous, c'est qu'est-ce que vous voulez avoir derrière comme objet. Nous, typiquement, on est des grands fans des objets de chez Canon, donc tout de suite, on aura plus de chances d'aller acheter du Canon. Si vous voyez, vous, d'autres points intéressants pour choisir son boîtier, n'hésitez pas à les noter directement en commentaire. Moi, je vous retrouve très vite avec de nouvelles vidéos. D'ici là, restez authentiques.